Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Dans ce journal, nous irons au Luxembourg où les cours de religion à l'école sont menacés, à Reims à la rencontre de l'association La Capsule qui applique les principes de l'écologie humaine, et puis on écoutera les mots du pape François aux volontaires italiens ce matin. Vous retrouverez ensuite Cyril Le Peigneux pour le débat du jeudi. Cyril, de quoi va-t-on parler ce soir ? Alors avec Jérôme Ancibéraud et Louis Dauphren, nous parlerons de l'écologie humaine qui tient ses premières assises ce week-end à Paris. Ce week-end à Paris se tiendront donc les premières assises de l'écologie humaine. Ce courant vise à remettre l'humain au centre de notre quotidien. De nombreuses initiatives ont déjà fleuri un peu partout en France, notamment dans le milieu de l'entreprise. Marine Wolf s'est rendue à Reims à la rencontre de l'association La Capsule, où l'on pratique le coworking. Dans ces bureaux, salles de travail en commun, salles de convivialité et de documentation se succèdent. Rien de comparable à une entreprise classique. Ici, tous les travailleurs indépendants, télétravailleurs, étudiants ou encore en recherche d'emploi ont eux-mêmes aménagé leur lieu de travail selon leurs besoins. Ici, on n'est pas dans un espace payé par une entreprise qui a décidé de créer des magnifiques locaux, vous voyez, avec des chaises reluisantes, etc. et qu'on loue comme un open space. Non, ici, on est vraiment dans une démarche où soi-même se dire qu'est-ce que je peux faire à mon échelle. Cet espace de communauté de vie de travail permet à ces travailleurs souvent isolés socialement d'échanger leurs connaissances et de créer des liens sociaux. Et c'est bien cet épanouissement personnel qui permet par ricochet de faire prospérer leur business. Cette absence de bienveillance qui conduit à une absence de coopération, qui conduit à finalement la guerre des clans, le fait que les personnes ne se parlent plus, génère du malaise et du mal-être au travail. C'est une immense oxygénation de trouver un lieu de travail où on ne va pas être uniquement centré sur le profit, sur combien de clients, mais bien sur le lien humain qui va exister entre les personnes. En devenant acteurs de leur propre espace de travail, ces coworkers s'inscrivent dans une logique où ils construisent ensemble un monde où chaque travailleur a sa place. Le monde politique français et européen est en deuil. L'ancien ministre et ex-commissaire européen Jacques Barrot est mort hier. Réputé pour son engagement européen, il était l'une des figures symboliques de la démocratie chrétienne. Jacques Barrot était venu sur notre plateau en avril 2012. On l'écoute parler de l'humanisme chrétien. Oui, mais parce que cet humanisme chrétien ne date pas d'hier. Il a permis de faire progresser la démocratie. Mais en même temps, il y a encore beaucoup à faire. Et qu'il s'agisse de l'injustice sociale, qu'il s'agisse du respect de la personne, de la vie, de la planète, de l'avenir de la planète, il y a encore beaucoup à faire. Et il faut vraiment que les chrétiens s'engagent sans avoir une volonté absolue de monopole, mais ils peuvent converger avec d'autres humanistes et ainsi permettre de faire que cette vie démocratique porte le meilleur d'elle-même. Action humanitaire. Les jésuites de France ont fait un point d'étape ce matin à Paris sur leur action en faveur des réfugiés dans le pays grâce au réseau Welcome en France. Florent de Brito a suivi cette réunion. La majorité des gens sont plutôt des braves gens qui ne voient pas, qui sont dérangés par ce qui se voit à la télé, de tous ces réfugiés, etc., dont on voit telle ou telle souffrance, et ça les dérange, mais ils se disent « qu'est-ce que je peux y faire ? Je ne peux rien y faire ». Or, si on leur propose quelque chose de simple, de concret, qui n'est pas au-delà de leur capacité, d'accueillir pendant 3 semaines ou 4 semaines, simplement d'avoir une relation sympathique avec lui le soir et le matin avant de partir pour le travail, eh bien, ils se disent pourquoi pas, voilà enfin quelque chose que je peux faire. Volontariat encore, au Vatican, le pape François a reçu pas moins de 2000 bénévoles chrétiens ce matin. On écoute le résumé de Marine Wolf. Des volontaires capables de répondre concrètement au scandale de la faim et des guerres et qui témoignent de la valeur de la gratuité. C'est par ces mots que le pape François a décrit les hommes et les femmes de la FOXIV, la Fédération des organismes chrétiens du service international, qu'il a reçu ce matin dans la salle Paul VI pour les 40 ans de la Fondation. Les pauvres ne doivent pas devenir une occasion de faire du profit, avertit le pape. Les pauvres
changent de visage aujourd'hui, ils veulent être acteurs, ils s'organisent et pratiquent la solidarité qui existe entre ceux qui souffrent. La FOXIV est donc appelée à accueillir les signes du temps, à agir dans une logique de communauté et surtout elle doit lutter contre les inégalités, le manque de travail et de logement et les droits qui sont niés. L'une des causes de la pauvreté, a ajouté le pape, est le système économique qui pille la nature sans respecter la création de Dieu. Une autre tâche des volontaires est de construire la paix dans des pays difficiles où il faut jeter des ponts contre la spirale de la violence et devant les horreurs, les fuites, les persécutions, notamment en raison des croyances. Le disciple du Christ, souligne le pape, ne détourne pas son regard, mais il prend en charge l'humanité souffrante. Je pense aux migrants et aux réfugiés, à ceux qui essaient de surmonter les conditions de vie dures et dangereuses. Il faut une collaboration de tous, des institutions, des ONG et des communautés ecclésiales pour promouvoir des parcours de cohabitation harmonieuse entre les personnes et les cultures. Les mouvements migratoires exigent des modalités adéquates d'accueil qui ne laissent pas les migrants à la merci des mers et des bandes de trafiquants sans scrupules. Il faut aussi une collaboration effective entre les États pour régler et gérer efficacement ces phénomènes. Au Luxembourg, les négociations sur la séparation entre l'Église et l'État se poursuivent. Elles portent notamment sur la suppression du financement du culte et des ministres du culte par l'État, système hérité de Napoléon, mais également sur la suppression du cours de religion. À ce sujet, l'archevêque du Luxembourg restait jusqu'à présent très discret dans les médias pour ne pas entraver la bonne marche des pourparlers. Il souhaite maintenant alerter l'opinion sur les risques d'une disparition du fait religieux dans le Grand-Duché. Reportage François-Xavier Mathieu. L'école publique Belvaux-Poste se trouve à Zanem, au sud du Luxembourg. Ce mercredi matin, 8 élèves entre 9 et 10 ans participent au cours de religion. L'enseignant les invite à réfléchir sur leur rapport à Dieu dans les 3 grandes religions monothéistes. Au Grand-Duché, les élèves ont le choix entre un enseignement moral ou une instruction religieuse catholique. La majorité d'entre eux choisissent le cours de religion qui risque pourtant de disparaître. Le gouvernement veut introduire un cours unique de valeurs dont le programme n'est pas encore rendu public. On craint vraiment qu'on fera beaucoup de compromis sur le thème des religions. Il y a 44% de migrants ici au Luxembourg. On est multireligieux, multiethnique, multiculturel et ce cours crée du lien social. Suppression du cours de religion, diminution du financement des cultes, le Luxembourg connaît un véritable virage dans les relations entre les religions et l'État. Nous avons un petit groupe très, disons, anti-chrétien, fortement ancré dans les médias et dans certains partis politiques, mais qui ne correspondent pas à la majorité du pays. L'espace que RTL donne à la laïcité agressive contre l'Église, certainement plus d'espace qu'à l'Église même pour se prononcer sur ces questions d'actualité. Même si la religion doit être séparée de l'État, elle ne peut être séparée de l'espace public. Au 7 juin 2015, le gouvernement consultera les Luxembourgeois par référendum sur la question du financement des cultes. Si ces évolutions de la laïcité se concrétisent, l'archevêque convoquera un synode diocésain pour mener une réflexion sur l'annonce de la joie de l'Évangile. Toujours au Luxembourg, la Chambre des députés a adopté une nouvelle loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Elle supprime la 2e consultation obligatoire pour les femmes qui souhaitent recourir à l'IVG. Elle autorise aussi l'avortement jusqu'à la 12e semaine de grossesse. La réaction sur place d'Hubert Hausmer, membre de la Commission nationale d'éthique. Pendant 12 semaines, les premières 12 semaines, la femme est absolument libre. Et puis soudain, après 12 semaines, elle n'a plus le droit d'avorter, donc elle est traitée comme une mineure par le législateur. Inversement, l'embryon pendant les 12 premières semaines est hors la loi, on peut faire de lui ce qu'on veut, et puis soudain, après 12 semaines, sans qu'il y ait la moindre explication, il a un droit à la vie, il est protégé. Et cette absurdité se retrouve dans d'autres pays, par exemple chez nous c'est 12 semaines, dans d'autres pays c'est 8 semaines, dans d'autres 10 semaines, en Angleterre c'est 24 semaines. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas vraiment de raison majeure, et certainement pas scientifique, pour fixer un tel délai.
Le Moyen-Orient va-t-il perdre tous ses chrétiens? C'est la question que l'aide à l'Église en détresse se posera demain vendredi lors d'un colloque organisé à Paris. Selon l'organisation, la région oscille aujourd'hui entre la fin des États-nations et des nations sans État où la place des chrétiens est plus que jamais menacée. On écoute l'analyse de Marc Fromager, directeur national de l'AED. On pense que l'on va vers un redécoupage, une nouvelle carte au Moyen-Orient. En tout cas, c'est ce que laissent envisager, imaginer les derniers événements. Très clairement, si on regarde statistiquement la présence des chrétiens orientaux, c'est-à-dire les chrétiens autochtones qui habitent là depuis toujours, on va vers une forme de disparition. Si on prend le cas de l'Irak, on était encore à 1,5 million il y a 10 ans. Aujourd'hui, s'il en reste 300 000, c'est vraiment le maximum. C'est-à-dire qu'on a perdu 80% de la communauté chrétienne en l'espace de 10 ans. Parmi les intervenants, le père Samir Khalil Samir, prêtre égyptien islamologue. Vous le retrouverez mercredi soir dans l'émission Église du Monde sur l'Égypte, présentée par Stéphanie Dupasquier. Égypte toujours, l'université Al-Azhar, l'une des plus prestigieuses autorités de l'islam sunnite, organise en ce moment une conférence internationale au Caire, thème la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Lors d'un débat, le cheikh Ahmed Al-Tayeb, directeur de l'université, a fermement condamné la barbarie de l'État islamique. L'analyse de l'un des participants, le père Rafi Greish, porte-parole de l'Église catholique d'Égypte. C'est un signal fort. L'Azhar, jusqu'à très récemment, était contre le chiisme. Et voilà on a des grands imams chiites qui sont venus, qui ont fait des conférences et des interventions. Alors je vois qu'il y a un changement, si vous voulez, un peu dans l'attitude de l'Azhar vis-à-vis des autres parties musulmanes et les chrétiens. Et ils veulent que tout le monde soit contre tout ce terrorisme qui arrive au Moyen-Orient. Ils vont essayer de trouver des solutions, pas seulement des solutions militaires contre les groupes terroristes. Ils veulent montrer le vrai islam, que l'islam n'est pas un islam de terrorisme, mais l'islam d'amour et de charité, de tolérance, etc. On passe maintenant à la revue de presse. Dans La Vie cette semaine, un dossier sur le don, donné à qui, comment, pourquoi, interroge le magazine, qui analyse les causes de la générosité des Français. Entre deux conférences environnementales, la première qui s'est finie à Paris et la seconde qui a débuté à Lima, Réforme tire la sonnette d'alarme. Il faut des mesures drastiques pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Alors que les animaux ont récemment été reconnus par le Code civil comme des êtres vivants doués de sensibilité, Pèlerin s'interroge, faut-il les considérer comme nos frères ? Enfin, Famille chrétienne revient sur le voyage du pape en Turquie, un voyage marqué par sa volonté d'unité avec les orthodoxes et le souci de défendre les chrétiens dans tout le Moyen-Orient. Voilà pour la revue de presse. Place maintenant à la chronique du jeudi. Écoutons le père Bernard Devers d'Habitat et Humanisme. Je vous adresse mon salut le plus cordial, vous remerciant de l'écoute de cette chronique. Nous sommes dans ce temps de l'Avent, de cette préparation à Noël, et sans doute est-il intéressant en fait de faire mémoire de cette parole, cette méditation de notre pape François qui dit que chaque enfant est un signe à partir duquel nous sommes appelés un peu à évaluer l'état de santé de notre société. Quand on regarde en fait la situation des enfants, le rapport du Secours catholique a souligné qu'un pauvre sur 3 est un enfant en France, que 600 000 enfants sont victimes 2 fois du mal-logement, avec une situation de vie tout à fait difficile aujourd'hui et naturellement un avenir absolument compromis. Évaluer l'état de la santé de notre société, c'est Michel Serres qui dit aussi mais finalement notre société préfère son argent à ses enfants. Terrible, terrible. Et donc il y a véritablement cette invitation dans cette préparation à Noël, dans cette préparation spirituelle, de nous rappeler qu'un enfant nous est donné. Cet enfant n'est pas un enfant roi, c'est l'enfant Dieu. Et nous savons comment naît cet enfant. Il ne cessera d'ailleurs de nous dire que si nous ne devenons pas comme les enfants, nous n'entrerons pas dans ce royaume des cieux, entendons, dans ce royaume du cœur. Comment, précisément, tels les bergers, accourir vers l'enfant, vers les enfants, et nous demander alors comment nous pouvons leur faire davantage de place. C'est peut-être aussi cette invitation à découvrir que Noël, c'est pas simplement
la mémoire d'un anniversaire de cet enfant Dieu, mais de cet enfant qui nous invite aussi à naître et par là même à reconnaître dans cette perspective bon temps de l'Avent. Le moment est venu de retrouver Cyril Le Peigneux et ses deux invités. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain. Très bonne soirée à tous. Alors Jérôme Ancibero, vous êtes rédacteur en chef à La Vie, bonsoir. Bonsoir. Et Louis Dauphren, vous êtes rédacteur en chef à Radio Notre-Dame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors avant de parler du thème de ce soir sur l'écologie humaine, je voulais juste avoir votre réaction un petit peu sur ce qui s'est passé en Vendée avec le Conseil général sur le tribunal administratif de Nantes qui a décidé de faire retirer la crèche du hall du Conseil général de Vendée. Votre réaction, sachant qu'à Béziers aussi ça se présente comme ça très bientôt? Oui, c'est une sorte de marronnier, c'est-à-dire que tous les ans on a une affaire comme ça. On a des Saint-Nicolas en chocolat à qui on enlève la croix, on a des histoires de crèches dans des villages, voilà. Mais à chaque fois c'est à peu près le même scénario, c'est-à-dire qu'il y a la Libre Pensée, donc une association de libres penseurs qui porte plainte parce que la crèche est dans l'espace public et donc c'est pas bien, c'est interdit par la loi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ceux qui sont pour la crèche se défendent en invoquant le folklore et la culture, alors que ceux qui attaquent et qui veulent qu'on enlève les crèches parlent de cultuel et de religion. Donc il y a une sorte culturel, on ne sait pas où mettre le curseur. Et à mon avis, ça pose des questions de fond sur le statut de la religion dans nos sociétés. Et Louis, sachant qu'à Radio Notre-Dame, sans doute, la crèche est déjà installée, quelle est votre réaction sur cette affaire? Écoutez, on demandera déjà à Philippe de Villiers, qui vient mardi, justement, précisément, parce que lui a jugé la chose scandaleuse. Mais Jérôme a tout à fait raison, parce que ce sont de très mauvais arguments de dire que ce sont les traditions et le folklore qui justifient la présence de la crèche. D'une certaine façon, les opposants donnent un bon argument, puisqu'en reconnaissant la vérité de ce que représente la crèche, il lui donne toute sa valeur. Mais dire que c'est une tradition, c'est absurde, parce que le jour où il y aura l'oubli, tout simplement, où ce sera perdu dans l'oubli, il n'y aura plus de tradition. Donc il faut bien se fonder sur quelque chose d'autre. Je dirais l'argument qui consiste à dire, Monseigneur Ulrich a bien donné la chose, hein, en distinguant l'État de l'espace public. Si les signes religieux n'ont plus leur place dans l'espace public, il faut raser les églises. Hein. Notre-Dame de Paris, il faut raser. Hein. C'est honteux parce qu'il y a deux tours là qui sont une provocation à la libre pensée. Voilà. Moi, je voudrais dire qu'il n'y a pas de neutralité, parce que les gens invoquent la neutralité, essentiellement prétendument libres penseurs. L'espace public. Bon, mais c'est absurde. En fait, c'est conviction contre conviction. Ceux qui prétendent incarner la neutralité n'incarnent pas du tout la neutralité. Ils incarnent une conviction parmi d'autres, qui est celle de l'athéisme militant. Bon, les autres incarnent une autre conviction, mais il n'y a pas ceux qui sont dans la neutralité, puis ceux qui sont dans le parti pris. Il y a deux partis pris qui s'opposent. Donc il y a aussi, je pense que ce type d'affaires sera un dernier point que je dirais, ça va être excellent parce que ça oblige les gens à se poser des questions, justement à sortir du folklore. Et puis ça montre aussi que la loi 1905, la personne qui invoque la loi 1905, elle dit que finalement le système est dans une laïcité de combat agressive et que l'histoire continue, hein, l'histoire continue. Donc c'est bien, l'histoire continue. C'est une thématique qui vous plaît bien, qui aurait pu faire tout le dossier. Bon, on va revenir au sujet du jour, l'écologie humaine. Les premières assises de l'écologie humaine donc, vont se tenir à Paris ce week-end. Alors Jérôme, première question toute simple. Quand vous dites écologie humaine, on en parle depuis des mois. Vous comprenez ce que c'est? Maintenant, oui. J'avoue que j'ai eu un peu de mal au début de ce mouvement, d'autant plus que l'expression écologie humaine existait déjà avant. Donc il y a une société d'écologie humaine, c'est une discipline scientifique. Et l'écologie humaine telle qu'elle est présentée aujourd'hui est sortie de ce cadre scientifique et vise à devenir un mouvement de pensée. Donc c'était un petit peu compliqué à comprendre au début. Maintenant, on commence à comprendre de quoi il retourne. On l'a vu dans le reportage tout à l'heure, oui. C'est cette idée de retrouver la rencontre, l'entraide. C'est l'idée de mettre la personne humaine au centre de notre réflexion dans la société, de façon générale. Alors ça peut s'appliquer au monde du travail, à la société, à l'environnement. Donc c'est quand même, là aussi, l'environnement est un domaine important. Quand on met le mot écologie, c'est là que ça bute souvent. Donc voilà, l'idée c'est de mettre la personne humaine
au centre. Alors, c'est extrêmement vaste comme idée, mais on renoue ici avec toute une philosophie, notamment personnaliste, qu'on a peut-être un peu oubliée et qui retrouve aujourd'hui une nouvelle pertinence. Alors, dans les exemples qu'on a vus tout à l'heure dans le reportage ou ceux qu'on a pu entendre ici ou là, vous n'avez pas l'impression qu'on retrouve un peu l'esprit scout, c'est-à-dire aider l'autre, que l'autre nous aide, on se construit par la rencontre humaine Oui, il y a l'idée, alors Gilles Hériard-Dubreuil le dit bien, de sortir par exemple de la tyrannie des normes et d'une société stérilisante qui empêche la personne de développer tous ses talents. Alors ça, c'est très bien. J'avoue que le reportage m'a laissé un peu perplexe parce que j'ai l'impression que là, c'est une méthode de management. Bon, ça doit être plus qu'une méthode de management, finalement. Et puis, une entreprise qui est orientée au profit, on ne peut pas contester le fait qu'une entreprise fasse en soi... Enfin, sinon, pourquoi on est là? Enfin, gagne de l'argent, je veux dire. Oui. Bon. Mais ça, c'était une alvéole parmi d'autres. Voilà, c'est un thème parmi d'autres. Moi, ce qui me laisse un peu perplexe, un peu comme Jérôme, c'est que le courant, c'est pas un courant aujourd'hui. Enfin, le courant, c'est une partie d'un tout, ou alors c'est quelque chose qui structure une pensée avec du monde derrière. J'ai du mal à me représenter ce que c'est aujourd'hui. Donc, j'irai voir ce qui se passe, pour voir exactement ce qui émerge en ce moment. Et puis l'écologie, c'est pas de l'écologie. Enfin, c'est pas de l'écologie, ça brouille le marqueur sur l'écologie. Voilà. Est-ce que c'est vraiment de l'écologie ou est-ce que c'est une façon pour les cathos de tirer l'écologie sur leur terrain et de contester le monopole que les écologistes ont de l'écologie? Il y a certains qui pointent ce courant comme une sorte de think tank de la manif pour tous, think tank un peu tradit. Vous êtes d'accord avec ça? C'est né au moment de la manif pour tous, mais parler de think tank tradit, j'ai l'impression qu'on mélange des concepts là. Mais pour revenir à cette notion d'écologie, ce mot-clé, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose, mais en même temps, là encore, l'écologie existait en tant que telle avant que le mouvement écologiste politique, le mouvement politique apparaisse sur la scène. L'écologie était une science, l'écologie politique est arrivée après, et pour l'écologie humaine, c'est la même chose. L'écologie humaine était une science, maintenant, apparemment, ça devient un mouvement de pensée, mais c'est vrai que je rebondis sur ce que vient de dire Louis, le mouvement de pensée, c'est à la fois très vaste et un peu flou. Mais voilà. Écologie humaine, finalement, est-ce qu'une écologie peut exister sans être humaine ? Apparemment oui, puisqu'il y a des courants écologistes qui sont anti-humanistes dans leur définition. Il y en a même, mais ça c'est vraiment des minorités qui prônent l'extinction du genre humain pour protéger la planète, ça existe. C'est anecdotique, mais ça existe. Mais là, on renoue avec des interrogations profondes qu'on a peut-être oubliées. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine? Qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Je ne suis pas sûr que ce soit des questions qui se posent tous les jours au sein du mouvement écologiste au sens politique du terme. Dans certaines de ces franges, oui, mais dans ce qui représente pour le grand public l'écologie, on peut se poser des questions. C'est même passé sur votre antenne, Cyril, précisément, quand José Bové a dit qu'il était contre la GPA-PMA lors de Face aux chrétiens. Il a jeté une pierre dans le jardin de l'écologie, il a eu le soutien de Noël Mamère, il faut quand même le préciser, parce qu'il ne se posait pas en fait ces questions-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça met le doigt sur une contradiction des écologistes qui sont extrêmement libertaires du point de vue des mœurs et qui isolent l'environnement de ce que s'octroie l'humain par ailleurs. Donc là, il y a une forme d'absence de cohérence sur laquelle l'écologie humaine met le doigt. C'est ça qui est un peu intéressant. Bon. Et puis ça met aussi le doigt sur la diversité des mouvements écologistes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en synergie. Il y a des ponts avec les milieux chrétiens, incontestablement. Tout ce qui touche la contestation de la société néolibérale. Il y a beaucoup de convergence de vues des personnes qui n'auraient jamais été amenées à se rencontrer si il n'y avait pas ce mouvement qui commençait à émerger. Alors, qu'est-ce que vous attendez justement d'un courant qui se présente comme métapolitique ? Par exemple, il prône la révolution de la bienveillance. Ça veut dire quelque chose aujourd'hui dans les rapports humains, dans les rapports politiques? Le retour, de reparler du bien commun, est-ce que ça peut concrètement avoir un sens aujourd'hui? Il peut y avoir, la révolution de la bienveillance, je ne suis pas sûr que ce soit très concret, que ça puisse apporter tout de suite des chantiers concrets, mais pourquoi pas. En revanche, réfléchir à la notion de bien commun, là, ça peut devenir très concret rapidement. Est-ce que l'eau, l'air, ce sont des biens communs? L'école, toutes ces questions-là, à mon avis, sont importantes aujourd'hui dans la société. La révolution de la bienveillance, vous y croyez à l'Assemblée nationale, par exemple? Pourquoi particulièrement à l'Assemblée?
Quand on les voit de temps en temps le mercredi, on voit que c'est assez dynamique et pas toujours peut-être bienveillant. Oui, on aurait pu faire allusion à ce qui s'est passé sur l'IVG, l'absence de débat peut-être sur certaines questions qui touchent quand même à la personne humaine au plus près et au plus fragile. On peut être étonné qu'en particulier, je ne sais pas moi, les personnalités de gauche ne fassent pas tellement attention aux plus faibles, finalement à celui qui n'a pas de voix. Donc il y a peut-être une révolution aussi des mentalités sur certains stéréotypes là. La bienveillance, c'est quand même s'occuper des gens les plus fragiles. On souhaite, c'est de vouloir le bien des autres. Bon, donc là, il y a peut-être une révolution politique à faire, certainement. Ouais. Alors, j'ai une dernière question avec une réponse brève, comme ça arrive à la fin de ce dossier. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle utopie ? De toute évidence, c'est comme ça qu'elle se présente. Donc, pourquoi pas, oui. Utopie, il faudrait mettre... généralement, les utopies sont sanglantes. Hein. Là, je pense qu'ils veulent quand même... ils veulent être concrets en échappant... Alors, il y a peut-être deux écueils. Hein. En échappant à l'idéologie, mais l'idéologie, c'est aussi quelque chose qui vous structure. Il n'y a pas que du mauvais. Et en échappant au pouvoir. Et le pouvoir, c'est ce qui permet quand même d'être efficace. Donc, si on évite l'idéologie et le pouvoir, qu'est-ce qui reste ? On verra bien. Hein. Bon, eh bien, nous reparlerons de ce rassemblement mardi prochain. Merci, messieurs, pour votre présence. Merci à vous tous pour votre attention. Vous pouvez revoir ce programme sur ktotv.com. Rendez-vous mardi prochain et puis bonne fête de la Saint-Nicolas à vous tous.